Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Bienvenue. Je vous laisse, s'il vous plaît, mettre votre micro en sourdine et noter vos questions dans l'espace du chat sur la droite. Donc, bienvenue au 6e webinaire du domaine de responsabilité sur les VBG qui concerne aujourd'hui, on va regarder aujourd'hui les pratiques prometteuses nationales ou locales. Donc, je m'appelle Louana, je travaille pour le GBV EOR pour l'Afrique de l'Est et du Sud. Et je suis aujourd'hui avec Noémie Dalmonte, qui travaille aussi pour le GBV EOR qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et nous animerons ce webinaire aujourd'hui avec Stéphanie, qui est aussi du GBV EOR et qui travaille depuis le siège. Donc, au niveau mondial, on sait que les discussions sont en cours sur comment adapter nos interventions, qu'elles soient contre les VBG, de lutte contre les VBG ou toute intervention. Ce qui est sûr, pendant que nous innovons et nous réfléchissons et nous adaptons nos pratiques, c'est que nous devons garder en tête que la lutte contre les VBG doit continuer pendant cette pandémie, plus que jamais. Nous devons soutenir les survivants et survivantes et nous devons prévenir les violences basées sur le genre. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le 6e webinaire d'une série qui a commencé mi-mars. Sachez que tous les webinaires ont été enregistrés et que absolument toute la ressource dont nous allons parler aujourd'hui et dont nous avons parlé ces dernières semaines est disponible sur le site de GBV EOR. Notamment pas mal de documents qui ont déjà été traduits en français. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les meilleures pratiques ou les pratiques prometteuses ou émergentes. Et nous allons discuter de cas pratiques du Sud-Soudan, de la RDC et du Yémen. Donc, les personnes ressources qui ont préparé ces présentations ne parlent pas toutes le français. Et Noémie et Stéphanie, mes collègues du GBVOR, vont présenter à leur place. Cependant, nous avons Gloria Tchoukia, qui est gestionnaire de projet VBG pour le Sud-Soudan, qui est en ligne et qui va être présente pour répondre aux questions à la fin de la présentation. Par contre, pour la RDC, nous avons la chance d'avoir Julienne Luzengue qui est là en ligne et qui va nous présenter le cas pour la RDC. Julienne est directrice du Fonds pour les femmes congolaises, FFC, et c'est aussi la présidente du conseil d'administration de Sofepadi, une autre ONG congolaise. Donc, avant de passer la parole à Noémie pour nous présenter la pratique prometteuse du Sud-Soudan, je voudrais que vous notiez que les questions et les messages que vous mettez dans le chat seront alors soit répondus au fur et à mesure de la présentation du webinaire ou alors seront gardés pour la fin, pour notre session à la fin sur questions-réponses qui sera à la fin du webinaire après les présentations. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Noémie pour qu'elle nous présente la première pratique émergente, pratique prometteuse du Sud-Soudan. Encore bonjour à tout le monde et bien retrouvé dans ce webinaire. Donc, les premiers pays qu'on présente à niveau de pratique, de comment les organisations nationales se sont adaptées de façon proactive et complète à la réponse et à la situation de Covid, tout en continuant à travailler dans les VBG au mieux de leur capacité. On a pris justement Earthlink et Gloria sera là pour les questions à la fin. On va essayer de les traduire en anglais et pour lui permettre de bien suivre. Elle a été très gentille de nous écouter, même si la barrière de langue peut être un problème. Donc, au Sud-Soudan, le contexte est comme beaucoup d'autres pays. À un certain moment, le gouvernement a interdit, a limité la liberté de mouvement. Le 23 mars 2020, le gouvernement a interdit tout vol entrant et sortant et les rassemblements de masse dans le but d'empêcher la propagation du Covid-19.
Et seulement les vols essentiels à l'intérieur de l'État ont été maintenus, mais ça limite notamment énormément quand même la possibilité de bouger à l'intérieur du pays, qui n'a pas des infrastructures et qui relayait beaucoup dans les questions de connexion aérienne. Et les fonctionnaires, tous les agents gouvernementaux travaillent seulement une moitié journée. Et dans cette situation d'invitation à sortir le moins possible, prise de distance sociale, etc., et les données déjà de cas rapportés dans les GBV-AMS indiquent qu'il y a 2 cas de violences domestiques, des violences commises par les partenaires intimes, qui sont en augmentation les derniers mois au Sud-Soudan. Donc, les assistances sociales de l'organisation Earthlink, dont la pratique est en train d'être présentée, ont dû s'adapter à cette nouvelle situation. Diapo, s'il te plaît, Luana. Donc, avant la pandémie, l'offre des services d'assistance psychosociale donnés par l'ONG Earthlink était principalement dans des espaces sûrs, des espaces des femmes, maisons des femmes. Dans vos pays, ils peuvent avoir un nom différent, mais vous voyez les concepts d'espace pour les femmes, espaces sûrs. Ils étaient les points d'entrée les plus fréquentés pour la prise en charge psychosociale et gérés par cette organisation. Et la façon dans laquelle était fréquentée, c'était avec beaucoup de personnes et avec tous les travailleurs, comment on dit, une grosse présence en densité. Donc, les travailleurs sociaux, ils travaillaient toute la journée au même endroit, avec des parties confidentielles, mais tout le monde était là en gros. Et même les inscriptions de nouveaux participants étaient faites face à face. Donc, l'organisation a dû déplacer les services de gestion des cas pour pouvoir adapter cette situation. Donc, la gestion des cas individuels a été faite dans les bureaux de l'organisation et en mettant des mesures de PCI, la prévention et le contrôle de l'infection, donc des mesures de protection. Les assistants sociaux ont continué à avoir des séances individuelles avec les survivants des violences basées sur les genres, mais en gardant de nouvelles procédures, donc 1 mètre de distance et en demandant aussi de garder, par exemple, s'il y a un queue, etc., pour l'accès au lieu, de garder cette distanciation sociale. Maintenant, ils sont organisés avec un seul travailleur social qui appelle afin qu'il n'y a pas trop de gens qui arrivent en même temps. Et donc, comme ça, il y a l'espace entre les différentes personnes qui accèdent, survivantes, qui accèdent au service. Et pour limiter aussi les venues au bureau au maximum, donc il y a un usage augmenté du téléphone. Slide. Avant la pandémie, les soutiens psychosociaux continuaient à se dérouler toute la journée. Donc, les survivantes venaient selon leurs souhaits, leur habitude, au moment qui leur conviendrait. Maintenant, ils ont dû s'organiser dans l'espace sûr pour pouvoir avoir 2 équipes, une équipe la matinée, une équipe l'après-midi, afin d'avoir des sessions où la fréquentation de l'espace qui ne dépassait pas les 15 personnes. Donc, le numéro maximum de personnes qui pouvaient être présents dans l'espace seront les règles de l'OMS, seront la grandeur de l'espace. Certains espaces étaient de 10, certains autres de 15, 12, 13. Et bien évidemment, comme on a déjà dit, comme dans les bureaux de l'organisation, les espaces sûrs qui ont continué à travailler ont mis des installations pour la PCI, le lavage des mains. Allô, pardon, quelqu'un m'avait mis en mute. Et donc, j'étais en train de parler de mesures de PCI, donc pour pouvoir se laver les mains, pour avoir la protection chez les personnes qui animent les espaces sûrs. Les documentations de sensibilisation disponibles dans les espaces sûrs ont été adaptées à la situation du Covid, en mettant les messages qui ont été élaborés par l'OMS, le ministère de la Santé, et mis un peu partout dans la clôture, et, des espaces sûrs à l'intérieur, à l'extérieur, et dans les langues que les gens peuvent comprendre, donc les langues locales. Et, diapo, s'il te plaît. Ah, pardon, c'était la dernière. Et donc,
La pratique qui est présentée par Earthleague est essentiellement, pour passer la parole à Julien de façon un peu plus douce, et essentiellement sur comment le service a été adapté de façon très pratique au Sud-Soudan pour pouvoir continuer à offrir. Et comme vous le voyez très bien, on a eu dans les autres webinaires sur la gestion des cas beaucoup de questions sur les remote case management. Mais on voit très bien dans cette organisation, par exemple, comment on peut s'adapter. Et je me souviens très bien que Gloria avait insisté ce matin en disant que le plus important, c'est d'expliquer aux donateurs qu'il faut acheter le matériel de protection, qu'il faut faire quelques petites modifications au lieu où on fait l'offre de services pour pouvoir, avec les mêmes projets, les mêmes argent, réadapter les achats et sécuriser ces matériels indispensables pour pouvoir continuer à offrir les services. Donc, voici cette pratique très axée sur les psychosociales et on passe la parole à la RDC et Julienne qui va avoir son intervention sur comment Sofepadi et FFC se sont adaptés également. Merci beaucoup. Oui, merci Naomi. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Julienne, donc je vais introduire brièvement Sofepadi. C'est une organisation qui a 20 ans maintenant, qui offre les services holistiques aux femmes victimes de violences sexuelles à Bunia, Beni, et nous venons d'ouvrir il y a 5 ans un bureau à Kinshasa pour le plaidoyer et la mobilisation des ressources. Mais nous espérons que cette année, nous pouvons aussi ouvrir un centre médical pour amener notre expertise de Bunia, notre approche communautaire ici à Kinshasa. Nous avons aussi, je vais présenter aussi FFC, est né des efforts de Sofepadi quand nous avons vu que les autres organisations n'arrivent pas à mobiliser les ressources et comme nous croyons aux efforts collectifs des femmes congolaises pour promouvoir les droits et défendre les droits, changer leurs conditions, nous avons créé le Fonds pour les femmes congolaises, qui est un fonds féministe, pour mobiliser les ressources et donner aux organisations pour qu'elles arrivent à faire ce qu'elles veulent faire pour changer leurs conditions et les conditions des femmes dans les communautés. Et le FFC est comme un pont entre les donateurs et les groupes de femmes. Alors, qu'est-ce que nous faisons depuis que nous sommes dans cette situation? Nous disons que la réadaptation, si on peut appeler ça l'adaptation, est le mot-clé pour faire face aux défis que le COVID-19 pose aux femmes et aux filles. Et cela n'est possible que quand on a un bailleur de fonds qui est flexible, comme nous, on a la Fondation OC et la Fondation Novo, qui nous donnent des fonds flexibles qui nous permettent de nous adapter aux conditions ou au contexte qui nous arrive pendant notre travail. Et donc, dans l'adaptation de notre travail, nous avons suspendu les descentes sur terrain, mais nous avons maintenu les cliniques mobiles parce que nous savons que c'est très, très important pour les communautés, surtout dans les camps des déplacés, pour avoir les soins, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour avoir les soins. Mais nous avons limité le nombre de patients qui seront traités par déplacement des cliniques mobiles pour réduire les risques pour nos équipes. Et nos équipes sont bien protégées, ils ont des équipements pour se protéger pendant les descentes, mais aussi devant notre bureau à Bunia, à Beni et aussi ici à Kinshasa, nous avons donné le matériel de protection. Au niveau des communautés, comme nous avions déjà formé des personnes qui font le relais, des femmes leaders, mais aussi les victimes elles-mêmes, elles ont été formées. Elles arrivent à offrir les services de documentation, de protection, des références au niveau de Sofepadi pour les autres survivants. Nous utilisons beaucoup les radios locales, en langue locale, et aussi nous utilisons les médias sociaux. Nous avons les matériels de protection, comme je disais, remis aux survivantes et au personnel de Sofepadi dans notre clinique mobile à Bunia. Nous avons aussi acheté pour le personnel, le staff de FFC, ici à Kinshasa et à Goma, l'équipement de protection, mais aussi on les a dotés de matériel pour qu'elles arrivent à travailler facilement à la maison avec l'Internet.
Vous savez, comme nous, il n'y a pas souvent l'électricité et aussi la connexion n'est pas stable. Donc, nous avons essayé d'acheter des modems et fournir les crédits. Nous évaluons tous les jours la situation avec les femmes dans notre réseau, avec le groupe de femmes pour connaître les besoins et aussi essayer de les traduire en action dans les communautés. Prochain slide. Le prochain, pouvez-vous passer au prochain? OK. Quelles sont les innovations que nous avons introduites dans notre travail pour aider, continuer à soutenir les femmes dans cette période de pandémie? Nous avons identifié que les femmes, comme elles ont été, leurs moyens de subsistance ont été réduits, elles sont maintenant victimes de violences conjugales. Les violences conjugales sont à hausse en RDC. Nous avons des cas, mais malheureusement, beaucoup de victimes ne veulent pas venir directement en parler parce qu'elles ont peur pour leur sécurité et nous n'avons pas de place pour les mettre en les maisons de refuge. Donc, nous faisons le monitoring de ces cas. Nous passons aussi des messages de prévention contre les violences domestiques à travers les radios locales, en langue locale, mais aussi online. Nous utilisons aussi les télévisions nationales et les radios locales avec les 4 langues nationales, en plus le français aussi. Nous avons aussi contacté les autorités, dont la conseillère du chef de l'État, qui va aussi porter notre message contre les violences conjugales pour adresser à la nation, mais aussi conseiller les femmes qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque de violences conjugales. Au même moment, nous faisons aussi beaucoup de plaidoyers parce que nous avions la leçon avec l'épidémie d'Ebola. Nous avons fait le plaidoyer par rapport aux violences conjugales pour l'intégration de la loi contre les violences conjugales dans la loi existante déjà, qui réprime les violences sexuelles auprès du ministre du Genre et aussi auprès de la présidente du Parlement pour que ça soit mis dans l'agenda du Parlement pour qu'on intègre la loi contre les violences conjugales dans cette loi qui existe déjà, les violences sexuelles. Nous avons aussi continué avec le plaidoyer pour soutenir les organisations nationales et locales auprès de la communauté internationale pour apporter plus de l'aide et de fonds flexibles pour aider aux organisations à avoir des réponses, à s'adapter au contexte de la pandémie et avoir des réponses directes et aussi associer l'aide à l'urgence avec le développement. Parce que nous avons vu à Béni avec Ebola, on dit aux gens de laver les mains, mais les gens n'ont pas d'eau. Comment ils vont laver les mains? Donc, donner de l'eau, mais aussi continuer à faire des messages de prévention. C'est ce que nous avons fait à Béni et ça marche. Et nous pensons qu'on peut continuer avec la pandémie COVID-19. Prochaine slide. S'il vous plaît, la prochaine. OK. Oui, en même temps, nous faisons des actions sur terrain, nous limitons, nous essayons de nous adapter, mais nous participons aussi à plusieurs consortiums de solidarité, comme ce qui se fait à Kinshasa ici. Les étudiantes et les organisations sont en train de collecter les dons et donner aux personnes vulnérables, aux étudiantes qui sont coincées. On fait des distributions aux orphelins, mais aux veuves, mais aussi d'autres femmes qui n'ont plus leurs moyens de subsistance parce qu'elles ne peuvent plus vendre leurs effets là où elles étaient, le long des routes et tout ça. Donc, on fait certaines actions de solidarité, mais aussi on fait passer beaucoup de messages à travers les radios et les télévisions pour la prévention des violences conjugales et aussi l'observation des barrières pour se prévenir de COVID-19. Suivant. Oui, quelles sont nos perspectives pour qu'est-ce que nous avons projeté? Nous pensons qu'il est vraiment intéressant et urgent de donner des moyens aux organisations pour qu'elles arrivent à amplifier les messages au niveau des communautés. Donc, nous allons donner, FFC va donner des subventions d'urgence pour 20 organisations de femmes à Kinshasa, Goma, Bukavu et puis Oicha, Beni. Nous allons aussi donner le soutien financier à l'organisation des psychologues de Kinshasa
pour un soutien psychologique aux malades et aux familles, parce que nous savons qu'avec la pandémie COVID-19, c'est la psychologie qui affecte plus les malades et leurs familles. Donc, il faut nécessairement ouvrir des services de prise en charge psychologique pour aider les gens. Nous allons aussi organiser des groupes d'échange avec les associations des femmes pour rapporter mensuellement et partager les informations, comment les femmes se réadaptent leurs actions, quels sont l'impact de COVID-19 sur les femmes. Nous allons aussi utiliser le WhatsApp pour élargir notre contact avec les groupes de femmes pour celles qui ne peuvent pas participer dans les webinaires ou utiliser le Skype ou les Zoom. Nous allons aussi mettre à disposition des téléphones Android pour les femmes qui n'ont pas ces téléphones-là, pour leur permettre d'être en contact avec les autres, se connecter et être en contact avec les autres organisations facilement. Nous allons enfin organiser aussi des formations online pour ces femmes qui n'arrivent pas à utiliser jusque-là le Skype, les Zoom et les médias sociaux pour qu'elles soient à mesure de partager les informations, même en français ou en swahili, pour que nous puissions compiler toutes ces informations-là et partager avec les autres communautés, avec les autres acteurs, pour qu'on sache comment les femmes qu'est-ce qu'elles sont en train de faire dans leurs milieux respectifs. Voilà un peu les quelques idées. Nous continuons à réfléchir aussi sur la mise en œuvre d'une maison de refuge, parce qu'au Congo, il n'y en a pas. Les femmes qui subissent les violences conjugales n'ont pas des endroits pour aller se réfugier ou aller se reposer ou une prise en charge correcte. Donc, on est en discussion, on cherche les partenaires qui peuvent aider pour soutenir cette situation. Mais il y a aussi des défis que je voudrais ajouter. Hier soir, nous avons appris que les kits que nous avons positionnés dans les centres médicaux, par exemple le centre médical de Djougou, là où il y a les groupes Codeco qui menacent, qui continuent à être actifs et à tuer, à combattre avec l'armée. Ils ont pillé un centre médical et ils ont volé les kits PEP que nous avons déposés dans un des centres dans le territoire d'Ndjougou. Voilà un peu les défis que nous avons. On essaie de rapprocher les services aux victimes et aux communautés qui en ont besoin, mais entre-temps, il y a les groupes armés qui handicapent nos services. Voilà un peu à bref ce que j'ai eu à partager avec vous. Je pourrais répondre à d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliane. C'est très intéressant de voir dans un pays comme la RDC où, comme vous dites, il y a tellement de défis et des contextes différents avec des problématiques qui sont très, très compliquées et des défis qui sont quotidiens. Ce que je trouve très intéressant dans votre exemple, c'est en anglais, on parle beaucoup de l'idée du nexus, mais en fait, ce que vous faites là, c'est aussi d'utiliser, entre guillemets, les opportunités que la crise du Covid-19 crée pour travailler sur du long terme, pour travailler sur le cadre légal et juridique. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je pense aussi qu'on se doit de voir dans cette crise aussi toutes les opportunités que ça nous amène. En Europe, j'ai pas mal d'amis qui me disent les hommes, les maris font plus de tâches ménagères à la maison maintenant avec la crise. Donc, à notre niveau ici en Europe, c'est peut-être une des opportunités que les femmes peuvent attraper. Mais au niveau du monde et des autres contextes, là, pour la RDC, c'est très intéressant. OK, merci beaucoup. On va passer la parole à Stéphanie qui va nous présenter la pratique prometteuse du Yémen de l'Union des femmes yéménites. Stéphanie, la parole est à toi. Merci Luana et merci énormément aussi à Julienne pour cette présentation si intéressante. Bonjour à tous et à toutes, je suis Stéphanie Ruhl, je travaille avec l'équipe de coordination de la domaine de responsabilité VBG. Ce matin, dans le webinaire en anglais, on avait avec nous Noa Yahya qui travaille avec l'Union des femmes yéménites UFY. C'est une ONG qui opère dans 14 gouvernorats au Yémen. Et Noa aussi, elle coordonne également le sous-secteur VBG au Yémen ensemble avec Dr. Khawla de UNFPA qui était aussi avec nous ce matin.
Du coup, je commence avec une petite intro sur l'Union des femmes yéménites et de leur travail. Ils organisent actuellement des services multisectoriels, comme j'ai dit, dans 14 gouvernorats. Ils font ça en mettant en œuvre 19 espaces pour les femmes et les filles et en opérant aussi 8 refuges pour des survivantes VBG. Également, ils gèrent une ligne verte nationale qui est cruciale en ce moment pour fournir des informations sur les services, pour donner soutien psychosocial et donner conseils légaux aussi. En même temps, ils mettent en œuvre un programme de prévention contre le mariage d'enfants. Du coup, maintenant, je vais vous présenter comment l'Union des femmes yéménites a pu adapter ses services dans ces dernières semaines au début de l'épidémie de Covid. Pour donner vous un bref overview, pour le moment, il y a un seul cas de Covid-19 qui est confirmé au Yémen, mais les mesures de restriction sont mises en place et les mouvements des personnes sont délimités. Les espaces pour les femmes gérés par l'Union des femmes yéménites, pour le moment, peuvent rester ouverts, mais l'accès est limité. Les séances de sensibilisation et les séances de soutien psychosocial maintenant sont plus menées en groupe, mais sont uniquement menées individuellement, une personne à une personne. L'Union de femmes yéménites a également mis en place plusieurs activités, ce qui est très intéressant pour permettre aux survivantes VBG de devenir des acteurs actifs dans la préparation et la prévention du Covid-19. Alors, auparavant, il y avait des sessions, ils ont tenu des sessions de formation dans des espaces pour les femmes pour produire de l'artisanat. Maintenant, vu la situation et vu qu'il y a un manque de matériel protectif, ils ont adapté le programme de formation et ils ont commencé de tenir des formations aux femmes dans les espaces sécurs, les espaces pour les femmes et les filles, pour fabriquer des masques et fabriquer des désinfectants afin de pouvoir les distribuer ou les vendre à leur communauté. Quant aux abris pour les femmes, les 19 refuges restent ouverts pour le moment et c'est vraiment une priorité pour l'Union des femmes yéménites de faire en sorte que les femmes puissent toujours être accueillies dans ces abris. Ce n'est pas possible de réduire le personnel, mais ils ont mené de sensibilisation aux mesures d'hygiène et de protection au personnel et aussi aux habitants des abris. En plus, ils sont aussi en train de planifier des mesures d'urgence au cas probable, ce qui est probable que le nombre de femmes va augmenter. Ils sont en train d'identifier où ils peuvent mettre en quarantaine pendant 14 jours des nouvelles arrivants. C'est des nouvelles femmes arrivent qui ne peuvent pas être mises ensemble avec les autres femmes dans l'abri. Pour assurer que quand même la santé des autres habitants puisse être garantie. Du coup, maintenant, si tu peux, Loana, changer à la prochaine diapositive. Bien. Puis, je vais partager quelques points sur leur approche de communiquer avec les communautés locales. L'Union des femmes yéménites sont connectées avec les communautés au niveau de la base à travers des réseaux locaux. Ce sont des réseaux hommes-hommes, des réseaux communaux, des comités de développement de la conscience des femmes. Du coup, l'Union des femmes yéménites s'appuie sur ces réseaux pour tenir les communautés informées. Par exemple, pour communiquer qu'en ce moment, les lignes vertes sont maintenant devenues un point d'entrée pour la gestion des cas et aussi pour disséminer, pour avoir les informations mises à jour sur quels services sont encore disponibles. Vu que toutes les femmes n'ont pas d'accès au téléphone portable, et il n'y a pas de couverture de réseau mobile partout dans le pays, les communautés des femmes jouent aussi un rôle clé pour l'accès aux lignes vertes. On leur fait confiance dans la communauté et souvent des femmes qui n'ont pas accès à une portable approchent les comités des femmes pour utiliser leur téléphone
portable ou bien fixe dans le centre. Alors, finalement, je donne aussi quelques points sur les mesures pratiques pour les soins au personnel. Puisqu'en organisant ces variées activités, l'Union des familles unies assure que toutes les mesures de sécurité sont mises en œuvre. Les sessions de formation pour produire les masques duquel j'avais parlé et pour produire les désinfectants sont limitées à 15 bénéficiaires dans une salle de formation qui doit dépasser 375 mètres carrés pour respecter une séparation de 2,5 mètres entre les individus. Comme ça, la distanciation sociale est assurée. Dans les espaces des femmes, seulement le personnel essentiel y travaille. Quand il est possible, le personnel est demandé de télétravailler. Et en plus, les désinfectants, des géantes et masques ont été distribués au personnel du projet. Bon, je me ferme ici et je repasse la parole à Luana qui va continuer à partager des conseils de nos collègues au Yémen qui sont du coup liés à la coordination de la réponse. Merci beaucoup Stéphanie. Alors effectivement, ce matin, le webinaire en anglais, Noah a présenté en fait des recommandations ou des pratiques prometteuses qu'ils ont mis en place au niveau du sous-secteur VBG au Yémen. On va encore une fois réinsister sur l'importance de la coordination dans la crise dans laquelle on vit en ce moment. Et pour être honnête avec vous, on voit vraiment, nous, à un niveau global, que les pays qui ont des groupes de coordination actifs, réactifs, qui sont aussi bien équipés, les services VBG sont… Enfin, il y a plus de services VBG qui fonctionnent, il y a un meilleur accès au niveau des survivants, il y a une meilleure négociation avec le gouvernement, etc. Donc, voilà, insister, on a encore eu un appel avec des bailleurs de fonds hier et on a vraiment insisté sur l'importance de ces mécanismes de coordination qui doivent être soutenus en période de crise. C'est vraiment une pierre angulaire de la réponse en période de crise. Donc, au niveau des conseils pratiques que nous a donné Noah ce matin, alors le premier chapitre, en fait, c'est comment préparer vos membres du sous-cluster. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont publié un document qui explique les différents changements et les différents scénarios. Et puis, ils ont aussi rédigé un guide, une note d'orientation sur comment continuer à fournir des services, notamment avec les mesures de confinement et les mesures IPC, donc de prévention de tout ce qui était Covid-19. Ils ont rejoint le groupe de santé mentale et de soutien psychosocial pour créer un message commun pour les femmes et les services de santé féminins, y compris des informations sur les helplines, les lignes vertes qui sont disponibles. Et puis, ils ont aussi lancé une plateforme d'apprentissage en ligne. Et donc, étant donné qu'au Yémen, tout a été arrêté, en fait, le gouvernement a mis en place une réglementation pour arrêter toutes les réunions. Ils ont très vite, en fait, mis en place cette plateforme d'apprentissage en ligne. Au niveau de communiquer avec les partenaires locaux, ils ont donc tout de suite créé un réseau de partage d'informations avec les différents coordinateurs VBG sur le terrain, notamment parce qu'ils ont été confrontés très vite à la situation, comme le disait Stéphanie, le gouvernement qui a mis en place des centres de quarantaine et de détention pour les migrants. Et donc, des femmes et des filles y étaient détenues avec des hommes et des familles. Et donc, ils ont très vite dû s'organiser en tant que groupe de coordination entre les différentes agences et organisations pour avoir une approche intégrée en fait de la VBG et s'assurer que les prestataires de services qui avaient accès à ces centres pouvaient prévenir les VBG et étaient en mesure de référer les cas. Donc en ce moment, la situation est en train de s'améliorer parce que le gouvernement libère progressivement les gens. Mais en parallèle, ils ont aussi élaboré un protocole sur la façon de gérer ces centres
et de garantir la mise en place des mesures de protection de la vie privée et de la mesure de protection des femmes. Donc voilà, au niveau du réseau de partage d'informations, ils ont aussi des points focaux des autres clusters pour s'assurer que l'intégration des VBG se fasse en parallèle, en fait, avec le travail de prévention et de réponse de VBG. Et puis, ils continuent à organiser des réunions en ligne, comme nous tous, à engager des partenaires à travers Zoom et email. Et puis, par exemple, hier, ils ont encore discuté de la façon dont ils pouvaient mettre en place un réseau de partage d'informations pour s'assurer que les partenaires locaux, aussi les partenaires qui n'ont pas forcément accès à ça, puissent rester en contact avec eux. Et puis, une dernière note qui n'est pas notée ici sur la présentation, c'est qu'évidemment, ils font un plaidoyer intensif auprès de l'équipe humanitaire équipe humanitaire du pays, donc HCT, de OCHA, pour assurer la continuité des services et pour assurer que les services VBG soient considérés comme des services essentiels qui sauvent des vies. Donc voilà, on voulait vous montrer cet exemple du Yémen parce qu'on a la chance au Yémen, un peu comme en RDC, où c'est des contextes tellement compliqués, avec tellement de défis, d'avoir des groupes de coordination qui sont vraiment, j'ai envie de dire, vibrants. C'est en anglais qu'on dit vibrants. Des groupes de coordination très dynamiques, avec des personnes très investies. Et donc, on voit vraiment sur le terrain, les résultats sont assez incroyables. Et encore une fois, c'est pour les femmes et les filles que tout ça, que les résultats, que les succès sont réalisés. Avant de continuer sur les questions et l'espace questions-réponses, on voulait vous présenter les ressources clés que vous pouvez utiliser. Alors, nous avons récemment terminé tout ce qui est messages clés pour les communautés sur les VBG et le Covid-19. Donc, en fait, c'est 2 pages avec une première page qui est ce que vous devez avoir en tête avant de commencer à rédiger des messages pour les communautés, au niveau de l'audience, au niveau du format, etc. Et la deuxième page, ce sont vraiment des exemples, donc avec l'idée que vous pouvez carrément directement les traduire en langue locale pour communiquer avec les communautés par rapport aux risques plus élevés de violences domestiques, de VBG, pendant la réponse du Covid. On est en train de le traduire en français, donc il sera bientôt disponible en français. Nous avons aussi les considérations pour le personnel au niveau santé mentale et soutien psychosocial, qui sera aussi d'ici quelques heures, Stéphanie, je crois, ou demain après-demain, disponible en ligne. Nous voulions aussi revenir sur les standards minimaux interagences pour la VBG en situation d'urgence, où vous avez des standards par rapport à la localisation, par rapport à l'engagement des femmes, etc. Et puis, enfin, dans le handbook de la coordination des interventions VBG en urgence, vous avez 3 pages qui se concentrent sur la localisation de la coordination VBG et le leadership, donc page 62-63. Et toutes ces ressources sont disponibles sur le site du gbveor.net. Et puis, nous avons trois autres sources, alors malheureusement en anglais et en espagnol, mais qui sont très intéressantes. La première, c'est en fait une publication qui a été faite en collaboration avec différents groupes de la société civile, notamment pour ceux qui connaissent Madre, Media Matters for Women, Men Engage, Islands, l'initiative des prix Nobel des femmes, etc. Donc, ils ont fait un guide pratique pour prévenir, adresser et documenter la violence domestique pendant le Covid. Et ce guide, le but de ce guide, c'est vraiment pour toucher les gens qui font des services, mais aussi les sociétés, les organisations de la société civile, les journalistes,
Et évidemment, parmi leurs recommandations, ils touchent aussi l'intersectionnalité, donc en regardant au genre et aux personnes souffrant de handicap. La deuxième ressource, c'est un blog en fait, qui est tenu par l'Université de Columbia et qui discute des leçons apprises sur comment s'assurer l'engagement des femmes et de la communauté dans la réponse du Covid. Et puis, la troisième ressource est en espagnol et c'est une publication de ONU Femmes qui regarde en fait au leadership des femmes dans la réponse au Covid-19 et au niveau des structures en fait, comment les femmes prennent le lead dans la réponse au Covid. Voilà, je crois que nous avons en tout cas 20 minutes, je dirais, pour les questions-réponses. Donc, ma collègue Noémie va gérer la session questions-réponses. Pour vos questions qui s'adressent à Gloria du Sud-Soudan, Noémie va les traduire et va s'assurer que la réponse de Gloria sera aussi traduite en français. Et pour Julienne, on pourra rester en français. Merci. Merci beaucoup, Luana. Et je demande à toute l'audience d'être indulgente sur ma capacité de traductrice. Ce n'est pas mon premier travail. Et, donc, on a 4 questions principales qui ont été posées. Et, pour RDC et Sud-Soudan. Et on a aussi une question pour le Yémen à laquelle Stéphanie va prendre le courage d'essayer de répondre par rapport à ce qui a été dit les matins et sur comment le groupe de pratique a été géré. La pratique était expliquée. Donc, je commence par Gloria. So, Gloria, can you help us in responding on the question on counseling? Je lui ai demandé si elle peut répondre à la question qui était posée dans le chat sur comment les salles d'attente ont été organisées dans les espaces sûrs pour mettre en place les mesures de distanciation sociale, etc. Gloria, you have the floor, please. Hello? Yes. Yeah, you're getting me. Thank you. Yes, please. Thank you. Right to the question. The question was if we have a waiting room for the counseling or the case management services, and how do we organize social distancing? Yeah, one thing about it is like right now, even in our office space where we have established the case management and counseling services, we have as well scaled down the number of staffs. With other programs, we only have essential staff that do move to the office on daily basis. So the social distancing issue is not a big concern because like the survivors are attended one at a time. So there's a space where they're able to wait until the survivor who is in is already supported fully and then leaves, and then the next one is ushered in for the same support. So as of now, the social distancing issue is being managed, and as well in other scenarios where like we have 2 to 3 case workers who sit at the same time, we still also have a waiting place where like one survivor comes in at a time because of confidentiality issues, because one survivor case scenario is quite different from the other, so that they are able to give space for them to talk out, and they are able to support differently because they come with different areas or cases of concern that for which they need support for. Okay. Thank you. Yes. Thank you very much. That was very clear. Donc, Gloria nous a dit que la question de tenir la distance sociale et la fréquentation des services, ça n'était pas un grand challenge, ça n'était pas un grand défi, parce que l'adaptation de leur espace de travail où les counseling effectués ou la gestion des cas effectués est déjà adaptée à ne pas prendre trop de gens à la fois. Et du moment qu'il y a eu la réponse au Covid-19, la façon de travailler a changé aussi. Donc, le staff est devenu staff essentiel. La plupart des staffs ne va pas physiquement au travail. Donc, déjà, le fait d'avoir moins de personnel a réduit et a facilité la fréquentation des services. Donc, les personnes qui font l'écoute
et écoute une survivante à la fois, et maximum, il y a une qui attend dehors. Et la façon d'être en contact avec elle pour les faire venir avec, avec des moments différents, ça aide aussi dans la gestion de la distance sociale. Donc, ça a été assez facile à gérer, beaucoup plus facile de ce qu'ils auraient imaginé au début. Et même quand ils ont d'autres modalités de travail dans un lieu où peut-être il y a 2, 3 travailleurs sociaux dans des chambres différentes, et ils ont toujours utilisé les pratiques qu'ils connaissent pour gérer la confidentialité, pour avoir une survivante à la fois, pour gérer aussi la salle d'attente. Donc, ils n'ont pas une fréquentation massive. Ils ont dilué ça. Donc, ça, c'était la première réponse. Et la deuxième question qu'on va toujours poser à Gloria, c'est sur les défis qui ont été, si elle peut parler un peu des plus grands défis qu'elle a en gestion des cas, tout en sachant qu'il y a des mesures de protection qui ont été mises en place. So, Gloria, if you can respond to the second question, please, on the challenging case management, because participants want to listen a bit on lesson learned so far, considering that you have taken many protective measures and adaptation. Thank you. You're Looking at the challenges in case management in the current context and the situations, one thing we have realized that conducting a follow-up session with all the survivors is a bit quite challenging compared under normal operations. So you will find that most times the survivors only end up being seen once. So after that, we don't get out to see them again, compared to like the other normal settings where the operations where we are able to even still follow up with them, how they are coping up. So this is one of the biggest challenge that we already see. And then secondly, we've also realized that it is very hard to implement all the case management stages with one survivor, like from stage 1 up to stage 5. So most times we only end up now in the current support, we end up only implementing the 3 stages, like assessing the immediate need of the survivor, drawing up an action plan together with the survivor, and then we implement. That is now how the challenges have been. So our fear for now is like, because we have only one case worker who comes to support at a time. So in case of high case load in a day, then this is going to become, that is where our biggest fear comes in, because we also factor in the issue of staff care in line with case management, which is very, very, very crucial for us in the operations. And then also looking at South Sudan context, it's very, very crucial. So where in a scenario where the caseload goes very high in a day, then it means that one case worker is not going to be able to manage this. And yet we are trying our best to ensure that we provide these life-saving services during COVID-19 crisis, and factoring in the social distancing issues and then the preventive measures that have been put in place by WHO and then also the Ministry of Health in case of these service provisions. So these are some of the lessons that we have already picked up. But however, as an organization, we're trying to see how can we curb up some of these challenges and fears that already coming up, as in anticipation that this lockdown might still continue, and we will continue to provide services under this kind of scenarios. Thank you. Thank you very much, Gloria. That was very clear. Donc, ce que Gloria a expliqué est que le défi principal qu'ils ont maintenant, c'est dans la gestion complète du cas. Parce qu'ils ont déjà constaté que la plupart des survivantes, ils peuvent faire du counseling ou les voir une fois. Beaucoup de cas s'ouvrent et se clôturent en même temps, comme j'ajoute, comme dans les situations de crise aiguë, quoi. Donc, faire un plan complet de gestion des cas est très difficile. Et la plupart des fois, ils n'arrivent pas à faire toutes les 5 étapes de la gestion des cas selon les manuels. Et généralement, ils font seulement les premières 3, l'évaluation, la réponse aux besoins immédiats et l'élaboration du plan. Et puis, ils donnent la première implémentation et les cas se clôturent tout seul. Donc, c'est très difficile vraiment de revoir les survivantes. Ça, c'est le plus grand challenge. Et le deuxième grand challenge qu'il nous a expliqué,
Et c'est un défi qui est lié aussi à la peur de ne pas pouvoir gérer une affluence renforcée de survivantes. Parce que comme la plupart de leurs services sont avec un seul travailleur social, si le travailleur social, la même journée, reçoit beaucoup de cas, il ne sera pas capable de les gérer convenablement. Et ça, c'est leur peur. Ça ne leur est pas encore arrivé, mais ils sont en train de préparer pour pouvoir adresser cette question. Et le troisième défi que Gloria nous a partagé est la question de la gestion du bien-être du staff dans un contexte un peu comme le Sud-Soudan, où qui est particulièrement tendu et compliqué à niveau des crises humanitaires précédentes. C'est encore plus difficile, c'est encore plus sensible comme gestion. Et pour son organisation, c'est particulièrement important de prendre en compte la gestion du bien-être du staff. Et en plus de ça, il nous a aussi partagé une leçon apprise côté positif, non pas côté vraiment défi, mais vraiment leçon apprise. C'est que le fait que depuis le début, les services VBG ont été considérés qui sauvent des vies et essentiels par la coordination, le gouvernement, l'adoption des mesures de distance sociale et de mise en place des protocoles de l'OMS et du ministère de la Santé dans les services essentiels VBG, ça leur a permis de continuer le travail sans aucune interruption. Maintenant, je vais à la dernière question pour Gloria, et, qui est une question qui va se poser aussi à Julienne. Mais je commence par Gloria, comme ça je traduis après, on continue avec les Français. Et les participants veulent savoir de façon un peu plus pratique comment vous avez organisé des évaluations et des sensibilisations en plus de l'assistance. Pour Gloria, parce que Gloria parlait surtout d'assistance, et pour Julien en général, si elle peut donner quelques exemples pratiques. So Gloria, if you can explain how you did to manage to inform the community and continue to work within the community, really some practical tips of your work, and the same for sensitization, please. Hello, Naomi, can you come again? Yes, you are here with us. Please. Do you want that I repeat? Yes. Okay, so it was about the last question you have, is on the continuity of work in the community. How do you practically organize yourself for sensitization and evaluations? Okay, thank you so much. Apparently, us doing our evaluation of the activity actually is still a big challenge, and we are still trying to look into other strategies that we can really employ in order to ensure that we are able to evaluate what we are doing together with the community. Because like we've been having other evaluation strategies like under our accountability to affected population, where we used to have focus group discussions, we used to do community meetings with the different targeted beneficiaries, but we've realized that this actually has been the biggest challenge for us to conduct that. However, we are trying to look into any other strategy that can really allow us to do this so that we really do not miss out the evaluation part of what we are doing during this COVID-19 crisis. However, the sensitizations that in the community, we have our health programs where our health teams are really running the preventive messages and risk communication and sensitizations in the community. So what we have actually done is we have incorporated our messages to women and girls with the health programs, that with our health program partners that are doing this in the community. So we find it working. We find it working out, but in a scenario where like partners really do not have a health partner on ground where they're able to integrate their sensitization component of these to women and girls, is they should maybe look into other avenues like minimizing the number of people. But as earlier on I said, this should be based on the country context, because for the context of South Sudan,
even at least 10 to 15 people maximally, where you're able to maintain social distancing, or the space where you're doing these activities are able to maintain social distancing is still allowed. But I'm quite sure it will become a challenge in a context where totally no gathering of even not more than 2 or 3 people is allowed. I'm quite sure this is going to be a bit challenging. So to me, I want people to look into their country context, how best to look into incorporating other lessons from other countries should be brought down to context issues. Thank you. Merci beaucoup, Gloria. That was amazing. Donc, Gloria nous a expliqué, nous a donné 3 conseils pratiques ou 3 exemples pratiques. Elle dit que l'évaluation des besoins et l'évaluation continue de la qualité programmatique, c'est vraiment un des majeurs défis. Ils avaient des habitudes de faire de la redevabilité avec les discussions avec les communautés, les groupes de discussion, les discussions avec les leaders et tout ça. Mais tout ça, maintenant, c'est un manque dans les programmes. Donc, ils sont vraiment en train de voir comment ils peuvent remplacer les efforts des évaluations et c'est vraiment un peu la partie à la recherche de programmatique à ce moment-là. À niveau de sensibilisation, par contre, ils se sont appuyés à leur programme santé. Parce que leur programme santé a un accès aux communautés continu et il fait la communication sur les risques, sur les Covid, etc. Donc, ils ont ajouté leur message pour les femmes et les filles dans les messages de santé. Et la troisième, mais cependant, elle nous a aussi dit que les contacts du Sud-Soudan facilitent un peu ce type de travail minimal parce qu'au Sud-Soudan, les regroupements de 10 ou 15% sont encore autorisés si vous pouvez garantir la distance sociale. Mais dans des pays où aucun groupement consenti, peut-être ça sera beaucoup plus difficile. Donc, son conseil principal pratique est de regarder votre contexte de pays et voir comment justement vous pouvez vous transformer dans ce sens. Si vous avez un programme santé comme c'est le cas de l'organisation pour laquelle elle travaille, la porte de la santé est la plus simple pour continuer à avoir un grand contact avec les communications. Merci. Thank you very much, Gloria. Now I go to Juliane for the questions. Et Juliane, j'aimerais te poser la même question, en fait, sur comment se fait PADI et le FFC ont continué à travailler dans les communautés. Et parce que les participants voudraient quelques exemples pratiques nous-mêmes qui est le Sud-Soudan. On a vu par exemple vos campagnes sur les médias sociaux aussi, mais tu as parlé des APS dans les communautés, mais je sais qu'il y a autre chose à nous partager. À toi? Oui, merci beaucoup, Naomi. En fait, pour nous, nous avons l'approche communautaire depuis plusieurs années. Donc, nous travaillons avec les membres des communautés. Nous avons, comme j'ai dit, nous avons formé les femmes leaders et même les victimes elles-mêmes, les leaders des communautés, et nous avons constitué des groupes de dialogue dans les communautés. Et ces groupes nous transmettent des informations à la minute quand ça se passe dans les communautés, dans les villages, par téléphone, par SMS. Et nous avons des informations et nous aussi, nous pouvons atteindre les communautés à travers les membres de ces groupes par les SMS ou par les WhatsApp. Donc ça, c'est notre façon de rester vraiment en contact. Et même pour les sensibilisations, ce sont les mêmes personnes à qui on transmet les messages qui aussi continuent avec ces confinements, comme nos équipes ne peuvent pas maintenant se déployer dans tous les villages. Donc, ce sont ces membres des communautés qui sont dans les villages qui continuent à transmettre les messages, mais tout en faisant aussi la protection, en tenant compte des mesures barrières pour se protéger eux-mêmes. Ils doivent être des exemples pour donner des exemples aux membres des communautés. Nous avons aussi, comme j'ai dit, les cliniques mobiles qui continuent, à travers lesquelles nous ramenons les informations des villages et aussi les évaluations que nous faisons après nos services. Et notre clinique, clinique à Bunia, donc le One Stop Center, qui continue jusqu'à aujourd'hui, mais de la porte jusqu'à l'intérieur de chaque salle, il y a les mesures de protection qui sont observées. Et donc, quand les gens arrivent, nous avons aussi la possibilité de poser des questions et de savoir quels sont les besoins qui sont
comment nous travaillons, est-ce qu'ils sont contents de notre service, est-ce qu'ils ont encore des besoins qui ne sont pas couverts. Et c'est comme ça que nous transmettons ces informations pendant nos plaidoyers, comme l'histoire de l'eau à Oicha. Les gens, nous avons nous-mêmes observé et les gens nous ont dit pendant l'Ebola qu'ils n'ont pas de l'eau pour se laver les mains. Comment ils vont chaque fois pratiquer vraiment la prévention? Et quand nous sommes allés rencontrer la mission des Nations Unies, nous avons présenté ce cas, les cas concrets. Et heureusement que la mission nous a répondu, nous ont donné les financements parce que nous-mêmes aussi, on avait un fonds flexible sur lequel nous avons retiré 45 000. Nous avons installé aussi, fait les forages et donné de l'eau dans certains villages. Et donc, avoir les fonds flexibles, c'est bon. Ça nous permet de nous réadapter, mais aussi être ancré dans les communautés avec les membres des communautés, travailler avec ces membres des communautés comme des relais déjà de votre travail, c'est important parce que ça vous donne la possibilité de rester connecté avec la communauté. Merci beaucoup, Julienne. Il y a une dernière question sur les mécanismes de recours. Quelqu'un dans la chat veut savoir si les mécanismes de recours qui ont été mis en place avant le COVID-19 restent les mêmes ou si ça a changé vu la limitation des déplacements. Pardon. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris le mécanisme de recours dont il parle. Bah, moi non plus, je te dis la vérité. Les mesures de gouvernement restent. La ville de Kinshasa est toujours séparée avec les autres provinces. On ne peut pas aller dans les provinces et les gens des provinces ne peuvent pas venir ici. Et aussi, même en route comme par avion, seulement les marchandises qui arrivent. Et ça a créé un problème pour les gens qui étaient en mission. Ils ont été bloqués, même les femmes qui vont vendre les choses ou bien chercher leurs marchandises au quotidien ont été bloquées dans les provinces et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres mesures dont il parlait. Ben, si la personne veut des explications complémentaires, elle peut écrire dans le chat. Hein? Et s'il vous plaît. Oui, il peut écrire comme ça, on pourra bien comprendre. Et si tu veux conclure, si tu as aussi un défi, parce que Gloria nous a parlé des défis de la gestion des cas ou leçons apprises, si tu veux partager quelque chose sur ça pour conclure ton intervention, ça sera apprécié par les participants, je pense. Oui, je voudrais seulement insister ici par rapport à nous autres, nous avons été capables d'adapter notre intervention parce que nous avons des donateurs qui donnent des fonds flexibles. Mais les autres petites organisations ont vraiment de mal à s'adapter à ce nouveau contexte pour continuer avec leur travail. Ils n'ont pas la possibilité de se mettre sur Zoom pour suivre les réunions qui se font à travers le monde parce qu'ils n'ont pas la connexion et tout. Et avec encore le défi de l'électricité en RDC et la connexion. Donc, c'est difficile pour les petites organisations de rester connectées et même continuer à travailler et avoir les matériels de protection. Donc, il est essentiel pour les bailleurs de fonds de donner ces fonds flexibles ou continuer à soutenir directement les organisations des femmes sur terrain. Et aussi, le défi par rapport aux violences conjugales. Comme nous n'avons pas une maison de refuge, il nous a été difficile d'avancer directement avec les victimes que nous avons identifiées pour les amener en refuge. Parce qu'après, nous ne savons pas, le confinement va prendre combien de temps. Et c'est vraiment un long processus qu'il faut entamer avec les femmes victimes de violences conjugales. Donc, il est important qu'on puisse y réfléchir ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour aider. Parce que la cause de ces violences conjugales, bien sûr, c'est d'abord culturel. Et ça s'aggrave avec le fait que les hommes ne veulent pas participer à l'entraide. J'ai suivi, je pense que c'est Stéphanie qui nous a dit que les hommes sont en train de participer aux travaux ménagers, mais en RDC, c'est difficile pour les hommes, pour la plupart, de participer dans ces travaux et tout reste sur la tête de la femme. Elle doit s'occuper de la survie et quand elle n'a pas assez d'argent pour donner à manger, c'est déjà des tensions et des conflits dans le ménage. Elle doit faire le ménage, elle doit s'occuper des enfants. Et tout ça, ça reste à la femme et ça crée des tensions et des conflits et des violences conjugales. Et même les enfants sont exposés aux violences quand ils restent dans le confinement. Donc, essayons de voir comment soutenir et travailler sur ces questions ensemble.
Merci beaucoup, Julienne. Et je laisse la dernière question à Stéphanie. Si Stéphanie peut nous aider à répondre à la question de Jean-Baptiste sur la plateforme en ligne du Yémen, s'il te plaît. Oui, bien sûr, merci Noémie. Du coup, nous avons eu de la chance parce qu'ils ont posé la même question ce matin, alors que Dr. Khawla, la coordinatrice du sous-secteur VBG, a expliqué un peu plus, et alors je peux vous donner plus d'infos sur cette plateforme d'apprentissage en ligne. Ça a été lancé en coordination ensemble avec le soutien de ACAPS, qui a fourni un soutien logistique. Le sous-cluster avait vu un besoin de formation continue des partenaires et du coup, ils ont lancé la plateforme ensemble avec les acteurs de protection des enfants et du cluster de protection générale. Et ça fonctionne qu'ils apprennent ensemble. Le matériel d'apprentissage est distribué au même moment entre protection des enfants, protection générale et BBG. Et jusqu'à ce moment, c'était un grand succès. Ils ont plus et plus de gens qui demandent à se joindre et donc ils ont dû étendre la plateforme. Dr. Khawla, elle avait aussi mentionné les thèmes qu'ils ont couverts. Il y avait beaucoup d'intérêt pour le thème comment soutenir les survivants de VBG lorsqu'il n'y a pas d'acteurs disponibles. Peut-être vous connaissez ce Pocket Guide, je ne sais pas en français, peut-être quelqu'un peut le poster dans le chat, mais il y a déjà beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour les formations en ligne. Déjà beaucoup de PowerPoint et aussi série de podcasts qui sont déjà préenregistrés que peut-être si vous n'avez pas la connexion d'Internet assez forte pour pouvoir tenir des webinaires, vous pouvez vous appuyer sur cela. Oui, peut-être mentionner aussi que le prochain thème qu'ils ont organisé au Yémen, c'est l'intégration de la VBG pendant Covid. Et ça va présenter le nouveau outil de GBV Guidelines sur l'intégration de la VBG pendant cette crise Covid. Et je voulais juste ajouter comme dernière chose que vraiment il y a beaucoup de matériel déjà disponible. Alors si vous voulez organiser des formations, il faudrait bien qu'on profite aussi de l'opportunité de demander à des autres collègues qui ont déjà du matériel ou à nous. Et si vous n'êtes pas encore dans la communauté de practice VBG, si vous ne faites pas encore partie, vous pouvez le joindre et demander à des autres collègues, partager le matériel. Et j'ai aussi posté sur le groupe chat d'ici que vous trouvez un document que nous avons mis ensemble qui met tous les documents qui sont sortis en ce moment sur la gestion des programmes VBG et de la réponse de VBG liée à cette situation de Covid. Et vous pouvez trouver dans le document le lien pour tout le matériel aussi. Et bien. Merci beaucoup, Stéphanie. Et on a une toute dernière question, mais on est en train de finir notre temps à disposition sur Zoom. Donc, je vais l'adresser rapidement. C'est la question sur comment collecter, dans la mesure du possible, des données sur l'éventuelle recrudescence des cas de violence domestique dans un contexte où le signalement d'incidents est très limité pour un bon nombre de raisons. Je crois que cette question était un peu adressée dans les webinaires précédents sur la gestion des cas dans lesquels l'équipe globale de GBV IMS nous expliquait plus ou moins comment assurer la collecte des données dans la gestion des cas et comment être capable de faire des analyses et adapter la gestion des cas aux besoins des survivantes dans les contextes donnés. Je pense qu'on a eu tous nos intervenants qui ont marqué comment les données sur les violences domestiques commencent à ressortir. Maintenant, quelles sont les stratégies pour pouvoir arriver au reporting des violences domestiques lorsque
l'auteur présumé est dans les foyers. Lorsque l'auteur présumé ne laisse pas la place ou la femme n'a pas la place de contacter les services, etc. Ça, c'est toute une question plutôt programmatique. Ce n'est pas tellement une question de collecte de données. Et les stratégies, c'est les pratiques que nous sommes en train de voir au fur et à mesure qui peuvent nous aider. Et par exemple, moi, en Italie, on a les mêmes problèmes. Moi, je suis bloquée en Italie depuis cette histoire de Covid, que j'étais à la maison. Et en fait, ici, chez nous, ils ont développé une nouvelle application dans notre numéro vert national pour pouvoir permettre d'avoir plus de privacy. Donc, des stratégies comme ça. Donc, si c'est mon mari qui me frappe et mon mari retrouve le téléphone à la maison, il sera incapable d'accéder à mon application de violence domestique. Il ne sait même pas c'est quoi. Et il ne pourra pas y accéder parce qu'il y a tout un système de privacy nouveau dans le système de l'application. Donc, des stratégies comme ça, là, c'était un exemple ultra technologique, c'est les premières qui jouent à l'esprit, mais c'est des adaptations comme ça qu'il nous faut réfléchir. Et l'Espagne, la France, ils ont donné des mots-clés aux femmes, qui comme ça, quand ils vont à la pharmacie ou ils vont acheter les pains, ils utilisent ces mots-clés et comme ça, la violence domestique est rapportée. Donc, vous pouvez avoir des stratégies comme ça. Et ceci dit, je laisse la parole à Luana pour nous dire au revoir, faire la conclusion et nous donner les nouvelles informations. Merci Noémie. Effectivement, pour revenir à la question sur la collecte de données, ça va vraiment dépendre des contextes parce que typiquement, j'ai eu des chiffres du Zimbabwe hier, je crois. Ils ont une ONG zimbabwéenne qui a vu que son nombre d'appels de cas qui étaient rapportés avait doublé. Mais on sait que déjà en temps normal, on n'a que la pointe de l'iceberg, mais dans les temps du Covid, on a encore moins que la pointe de l'iceberg. Donc, c'est vrai que voilà, l'Italie, c'est un exemple où c'est entre guillemets un bon exemple assez avancé, mais c'est vrai qu'il y a plein de contextes où on insiste sur la collecte de données pour la recherche de fonds, pour écrire des propositions à projets, etc. Mais c'est très difficile et il faut faire appel à pas mal d'innovations et à pas mal d'innovations et d'adapter. On apprend tous en faisant. En ce moment, je crois qu'il faut qu'on soit indulgent aussi avec nous-mêmes. À travers le monde, on nous demande les pratiques prometteuses, mais franchement, on est tous en train d'écrire l'histoire maintenant, aujourd'hui. Donc, on sera plus intelligent dans 6 mois aussi. Donc, moi, je vais juste terminer en vous remerciant déjà tout le monde pour la participation active et puis remercier un merci spécial à Julienne et à Gloria pour avoir présenté et participé aux questions. C'est extrêmement utile et bénéfique pour nous d'entendre les voix du terrain et de voir l'application concrète de tout ça. Donc, un immense merci et bon courage pour tout ce qui vous attend. Nous avons un sondage suite au webinaire qui vous prend vraiment 30 secondes. Je sais que Stéphanie l'a mis dans le chat. Si vous pouvez, s'il vous plaît, prendre quelques secondes pour le remplir. Nous, ça nous aide aussi pour continuer notre travail et améliorer notre travail. Sachez que ce webinaire est enregistré et se trouve sur le site de GBV EOR, donc il sera disponible d'ici quelques heures. Vous pouvez donc sans autre l'envoyer à vos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Le prochain webinaire va traiter de l'intersectionnalité en fait, donc comment on répond aux besoins spécifiques dans tout ce qui est programmation et coordination VBG de la crise du Covid-19. Donc, comme on le sait tous très bien, être une femme nous met plus à risque. Être une femme souffrant de handicap va doubler, tripler, je ne sais pas si ça a été calculé, mais les risques, les vulnérabilités sont augmentées. Donc, comment s'assurer qu'on ne laisse personne de côté dans notre programmation et notre coordination. Je voulais aussi revenir au soutien technique que vous pouvez avoir via le GBV IE Help Desk. Donc, ils sont à disposition si vous avez besoin de recherche sur un certain sujet ou vous avez des questions particulières.
Et puis, bien sûr, la communauté de pratique que vous pouvez rejoindre sans autre. Et puis, voilà, le prochain webinaire, vous aurez la publicité sur la page web de GBV EOR, mais vous allez aussi recevoir l'email via la communauté de pratique. Voilà, un immense merci à vous tous. J'espère que ça vous a été utile. Encore un immense merci à nos intervenantes, à Noémie, à Stéphanie et à vous tous pour nous avoir suivis. Prenez soin de vous et on se parle et on se voit jeudi prochain. Merci. Au revoir.